pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. Build back better. We're going to build it back better. And build it back better. To build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, written after coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. Unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Some would say to build back better. We would say to really have a great reset. Conspiracy, conspiracy. Conspiracy. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. People dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour deux choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune, forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je puis vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. D'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. De porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous.
Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Nothing less than a new world order. This is the pledge of the world's most powerful leaders, representing 90% of the global economy. Thursday's G20 summit, they say, has changed the rules of the game. Today, the largest countries of the world have agreed a global plan for recovery and reform. This involves the biggest interest rate cuts in history, the biggest fiscal stimulus we have ever seen, the biggest increase in resources in the history of our international institutions. A total of $5 trillion for the global economy by the end of next year, including $1 trillion for the International Monetary. Klaus Schwab est né en 1938. Il s'agit donc évidemment d'années profondément historiques dans l'histoire de l'Occident. Nous approchions de la Seconde Guerre mondiale. Avec la nomination d'Adolf Hitler comme chancelier du Reich, le père de Schwab est invité à défendre les intérêts de l'Industrie suisse en Allemagne. La famille déménage à Ravensburg peu avant le début de la guerre. Son père dirigeait une entreprise de matériel nazi. Eugène Schwab était le directeur général de la succursale de Ravensburg, où l'on fabriquait des pièces de bateaux et de sous-marins, des lance-flammes et des pièces d'avions de chasse. Son père travaillait pour les nazis, il créait de l'eau lourde qui était utilisée pour l'enrichissement de l'uranium. Eugène Schwab faisait-il partie des nazis? Là où il se tenait devant l'hôtel de ville de Ravensburg en 1938 sur cette photo, cela suscite toujours la controverse. Dans les années 60, Klaus Schwab est un jeune homme qui va à l'université et obtient diplôme sur diplôme. Et c'est là qu'il a reçu l'enseignement d'Henry Kissinger. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'ingénieur de l'École polytechnique fédérale de Zurich, d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Freiburg et d'un Master of Public Administration de l'École d'administration publique de l'Université Harvard. Il commence sa carrière professionnelle à la fin des années 1960 en tant que professeur de management industriel à l'Université de Genève, où il enseigne jusqu'en 2002. Il a été membre du comité directeur du groupe Bilderberg. Il fonde en 1971 le Symposium European Management, organisé à Davos en Suisse, qui deviendra en 1987 le Forum économique mondial. Plusieurs décorations et distinctions. Il est membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Il détient 17 doctorats d'honneur, Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant au Japon, Grand Officier de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne, Chevalier de la Légion d'honneur en France, Chevalier commandeur de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges au Royaume-Uni. Le World Economic Forum. Ce forum est célèbre par sa réunion annuelle à Davos en Suisse, qui attire des dirigeants d'entreprises, des chefs d'État et des hommes politiques du monde entier, ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé, de l'environnement. Bien que la fondation soit à but non lucratif, Jacques Attali estime que dans un entretien au quotidien, la liberté que Davos est une opération commerciale très efficace où il faut payer très cher pour y participer. Pour être membre du World Economic Forum, ces membres doivent être chef d'une multinationale dont les chiffres d'affaires dépassent les 5 milliards de dollars, qui est détentrice d'un savoir-faire particulier et qui est capable de payer le montant de la cotisation annuelle d'environ 52 000 € par an et donne son ticket pour le forum. En payant un peu plus cher, jusqu'à 200 000 €, le membre obtient le grade supérieur, une sorte de Gold Pass qui lui permet d'avoir plus de poids dans la tenue du forum. Klaus Schwab se verse un salaire annuel de 1 million de francs suisses. Klaus commence ses directives pour mener le monde sur la seule voie qui le mènera au salut. On y ressemble à l'élite de la jeunesse mondiale. 750 hauts dirigeants de moins de 40 ans constituent les Young Global Leaders. Jouant à la carte de la transparence, toutes les sessions du forum sont retransmises en direct sur YouTube. Chaque réunion est dirigée par un thème central toujours largement commenté. Ces décisions et ces discours n'ont aucune valeur légale et ne relèvent que du volontariat. Mais cela n'empêche pas les plus fortes rumeurs de courir au sujet de Davos et de cette élite mondiale qui projette en privé que sera le monde d'après, quel qu'en soit le prix. Le World Economic Forum milite ardemment pour la mise en place d'un gouvernement global situé au-delà des pouvoirs des États qu'il considère comme de très mauvais gestionnaires à tous les niveaux. Les stakeholders ne s'en cachent pas, ils sont là pour affaire. Davos est un immense salon où les puissants du monde se rencontrent, qui discutent, comparent,
calcule et décide ce qui est mieux pour le monde. On appelle cela la plutocratie, le pouvoir par la richesse, et c'est un concept qui ne date pas d'hier. Le forum qui n'est pas élu démocratiquement ne peut pas représenter les intérêts des peuples, mais seulement ceux des grandes entreprises, des banques et des pays les plus riches. Son autre objectif, qui n'a jamais été caché à personne, est d'augmenter le pouvoir des grands capitaines du secteur privé mondial au détriment des États et favoriser l'activité de leur entreprise. En participant aux décisions réglementaires ou carrément à l'élaboration des lois en faveur du libéralisme, alors pour éviter que la forme fasse oublier le fond, le forum s'assure d'une couverture médiatique choisie en invitant un parterre sélectionné de journalistes et en écartant ceux qui sont trop attachés à lui rappeler sa raison d'être et ses promesses, et ceux-là ne reviennent pas l'année suivante. La frontière entre la réalité et la théorie complotiste commence à s'amincir à partir de maintenant. Certes, il est assez facile d'extrapoler sur les ambitions réelles du FEM et de sa grande réinitialisation, mais avouons qu'il y a tous les ingrédients d'une bonne histoire de science-fiction. Chaque action, chaque idée, chaque concept y est présenté sur son meilleur jour, sans jamais évoquer les effets pervers. L'homme de Davos ne se nourrit que de croissance et de profit. Son appétit est gargantuesque et n'a pas de limite, ni financière, ni morale. Cette gouvernance globale serait menée par le Forum en collaboration avec le Fonds monétaire mondial, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et les gouvernements des pays du G7. Dans son livre « La quatrième révolution industrielle » publié en 2016, je vous lis l'introduction. De tous les défis multiples et fascinants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le plus important est de comprendre et orienter la nouvelle révolution technologique qui n'implique rien de moins qu'une transformation de l'humanité. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui bouleverse déjà notre manière de vivre, de travailler et de faire société. Ce phénomène inédit par son envergure et sa complexité constitue ce que je considère comme la quatrième révolution industrielle. Nous sommes encore loin d'avoir saisi pleinement la rapidité et l'ampleur de cette nouvelle révolution. Ainsi, des possibilités infinies s'ouvrent dès lors que des milliards de personnes sont connectées sur des appareils mobiles offrant une puissance de traitement, des capacités de stockage et un accès à l'information. De même, la convergence vertigineuse des percées technologiques couvre d'immenses domaines. L'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression en 3D, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences des matériaux, le stockage d'énergie et l'information quantique. Pour ne citer que ceux-là, la plupart de ces innovations en sont encore à leur balbutiement, mais déjà leur développement atteint un point d'inflexion. Elles se renforcent, se nourrissent les unes après les autres, aboutissant à une fusion des technologies des mondes physiques, numériques et biologiques. Cette révolution implique une transformation de systèmes entiers à travers et à l'intérieur des pays, des entreprises et tous les pans de la société. En écrivant ce livre, mon intention est de proposer une vue d'ensemble de la quatrième révolution industrielle, ce qu'elle est, ce qu'elle va nous apporter et comment elle nous impactera. Les points de bascule attendus d'ici 2025. 91% des personnes portent des objets connectés à Internet. 91% des personnes disposent d'un stockage illimité et gratuit, financé par la publicité. 100 milliards de capteurs sont raccordés à Internet. Le premier pharmacien robotisé aux États-Unis. 85% des lunettes de vue connectées à Internet. 84% des personnes ont une présence numérique sur Internet. La production de la première voiture en impression 3D. Premier gouvernement à remplacer les recensements par des sources de Big Data. Premier téléphone implantable commercialisé. Des produits de consommation imprimés en 3D. 90% de la population utilise des smartphones. 90% de la population a un accès régulier à Internet. Le nombre de voitures sans conducteur atteint 10% du total des voitures en circulation aux États-Unis. Première greffe d'un foie imprimé en 3D. 30% des outils d'entreprise réalisés grâce à l'intelligence artificielle. Premier gouvernement à collecter les impôts via une blockchain. Plus de 50% du trafic Internet des particuliers destiné aux appareils et à l'électroménager. Davantage de trajets ou voyages dans le monde réalisés en véhicules partagés qu'en voiture privée.
Première ville de plus de 50 000 habitants sans feu tricolore. 10% du PIB mondial stocké sur une technologie de blockchain. Première machine d'intelligence artificielle au conseil d'administration d'une grande entreprise. La révolution technologique est d'une envergure sans précédent. Elle annonce des changements économiques, sociétaux et culturels si importants qu'ils sont impossibles à prédire avec précision. Dans ce chapitre, j'attends toutefois de décrire et d'analyser à différents niveaux les types d'impacts individuels et collectifs que l'on peut envisager sur l'économie, l'entreprise, les gouvernements et les pays, les sociétés et les individus. Dans tous ces domaines, une force dominante est à l'œuvre. Automatisation ou émancipation qui va venir bouleverser les relations entre les gouvernements et les citoyens, entre les entreprises, leurs salariés, leurs actionnaires et leurs clients, ou encore entre les superpuissances et les petits pays. L'impact de la 4e révolution industrielle sur les modèles politiques, économiques et sociétaux existants obligera les acteurs à reconnaître qu'ils font désormais partie d'un système où le pouvoir est réparti et où la réussite nécessite plus en plus de collaboration et d'interaction. Au regard de ces facteurs, une seule certitude. Les nouvelles technologies transformeront radicalement la nature du travail, tout secteur et toute profession confondue. Au terme de ces travaux, on constate que dans les 10 ou 20 ans à venir, environ 47% des emplois aux États-Unis sont menacés. On peut donc s'attendre à une vague de destruction d'emplois bien plus rapide et profonde que par le passé. Qui plus est, la tendance est à une polarisation accrue du marché du travail. Les nouveaux emplois vont se concentrer dans les métiers intellectuels et créatifs à haut niveau. Les emplois routiniers à niveau de salaire moyen seront massivement détruits. And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I'm here with the president, with a young global leader, but... Now, who could represent such a world better than you, Prime Minister? Is there anything you've learned from the experiences that both your parents have gone through? But nothing I should talk about on camera, I think. Ah, the politician already? No. Never. I'm going to be a teacher. I don't like politics. I don't like the personal cost. Having a family for me, having kids, is one of the absolute priorities and will be the center of my... Some of those recommendations included things that the government could change now. For instance, the differential age of consent when it comes to anal sex versus vaginal sex. Yeah. Is that something that the government... Yeah, that's something that we're very much looking forward to moving on in short order. I thought that was all built in already. Really was an amazing feeling. It hits you. This country is a country of openness, of respect, of compassion, of the rule of law. Of admiration I actually have for China. Because their basic dictatorship is allowing them... Regardless of the fact that we are attacking your fundamental rights or limiting your fundamental rights, and the Charter says that's wrong, we're still going to go ahead and do it. It's basically a loophole that allows a majority to override
fundamental rights of a minority. We're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why individuals are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. It has to stop. The federal government has invoked the Emergencies Act. We're still going to go ahead and do with it. It's basically a loophole. The Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. The level of admiration I actually have for China. Because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around. Hey, look at this. Looks like we got ourselves a little old convoy. How do we get it wrong? Nobody saw it coming. The small fringe minority holding unacceptable views. The way through this pandemic is by getting everyone vaccinated. Depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated. Can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains and I can immediately feel, because you all will have implants. Just think of sensors planted into our brains. It doesn't change what you are doing. It changes you if you take a genetic editing. It's a fusion of
the physical, the digital, and the biological world. That's really the essence of the fourth industrial revolution. As work is changing, is a universal basic income really a solution to this problem? Decarbonization of the economy. Where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. This global reset is necessary. We are coming together under the motto, cooperation in a fragmented world. At the beginning of this year, we are confronted with unprecedented and multiple challenges. First, our global economy is undergoing deep transformation. The energy transition, the consequences of COVID, the reshaping of supply chains are all serving as catalytic forces for the economic transformation. And the hotspots of this geo-economic remodeling are high inflation, increasing interest rates, and growing national debt. This is particularly hurting low and middle income groups. It is exacerbating societal fragmentation. Second, the geopolitical system is also undergoing deep systemic transformation. Internationally, we are moving to what some people would call a messy patchwork of powers. There are superpowers, emerging powers, middle powers, regional powers, rogue states, and also large corporate and social media powers, all competing increasingly for power and influence. As a result, the trend is again moving towards increased fragmentation and confrontation. Thirdly, our generation has reached a turning point, confronted by truly existential problems: climate change, exploitation of nature, nuclear possible incidents, or even wars, extreme poverty, and viruses. They all can lead to an extinction of large parts of our global population. And we have seen how much dealing with those risks, such as COVID or global warming, have again fragmented populations. And finally, the fourth industrial revolution offers us tremendous opportunities, but at the same time, technologies as computing, quantum computing, blockchain, genetics, and so on, they also could create deep societal fragmentation. We have the ability to collaboratively build a more peaceful, resilient, inclusive, and sustainable world. But to do so, we need to overcome the most critical fragmentation. And the most critical fragmentation is between those who take a constructive attitude and those who are just bystanders, observers, and even go into the negative, critical, and confrontational attitude. But the spirit of Davos is positive, is constructive. It means investing into a greener and therefore more sustainable economy, investing into a more cohesive society by providing everyone with the appropriate skills and opportunities, investing into the hard and soft infrastructure that modern societies require.
And here in Davos, it means despite all those challenges, it means particularly investing in the spirit and the practice of solving problems through mutual respect and cooperation. We believe that we can do it, that through collective responsibility, innovation, human goodwill, and ingenuity, we have the capacity to turn the challenges into opportunities. Attended here at the Economic Forum, I think there was a sense of relief, actually, in your frankness. You brought up some issues that others are reluctant That's my to trouble. bring up. Always. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls, I want less on the planet. Les humains sont maintenant des animaux piratables. Vous savez, toute l'idée que les humains ont, vous savez, cette âme ou cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre. Et personne ne sait ce qui se passe en moi. Donc, quoi que je choisisse, que ce soit aux élections ou au supermarché, c'est mon libre arbitre. C'est terminé. Nous avons encore tous ces mythes du libre arbitre, que tout ce que nous choisissons est de notre propre volonté. Et c'est un mythe qui nous a bien servi pendant quelques siècles, mais maintenant il devient dangereux. Auparavant, la surveillance se faisait principalement au-dessus de la peau. Maintenant, elle vient de dessous la peau. Je pense que dans quelques décennies, lorsque les gens regarderont en arrière, la chose qu'ils retiendront de la crise Covid est que c'est le moment où tout est devenu numérique. Et c'est le moment où tout est devenu surveillé, où nous avons accepté d'être surveillés en permanence. Pas seulement dans les régimes autoritaires, mais même en démocratie. Et peut-être le plus important, tout cela était le moment où la surveillance a commencé à se faire depuis sous la peau. Avec toute cette histoire de Jésus ressuscitant depuis les morts et étant le Fils de Dieu, c'est une fake news. Nous avons besoin d'une sorte de loyauté globale et d'identité globale. Nous acquérons vraiment des pouvoirs divins de création et de destruction. Nous transformons vraiment les humains en dieux. Nous exigeons par exemple le pouvoir de réorganiser la vie. Nous ne pouvons pas réglementer la bio-ingénierie dans un seul pays. Car si vous ne faites pas de génie génétique sur des bébés humains en Espagne, mais que vous le faites en Chine, très bientôt même les Espagnols diront « Hey, nous ne voulons pas rester à la traîne !» Très bientôt, les capteurs biométriques et l'intelligence artificielle donneront aux ordinateurs un accès direct à votre cœur et à votre cerveau. Comme le font déjà les personnes qui portent ces bagues ou ces bracelets qui mesurent en permanence la pression sanguine, le rythme cardiaque, de sorte que l'ordinateur peut vous observer et savoir non seulement si vous souriez, mais aussi si votre pression sanguine est un peu élevée, un peu basse. Et cela donne une indication si vous êtes en colère, si vous êtes gras. Cette révolution n'a que 5 ans. Nous n'avons encore rien vu. Et alors la grande question politique et économique du XXIe siècle sera « En quoi avons-nous besoin des humains ?» Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Avez-vous une réponse dans le livre? Pour l'instant, la meilleure réponse que nous ayons, c'est de les rendre heureux avec des médicaments et des jeux vidéo. C'est cette capacité à pirater la jeunesse, c'est-à-dire la capacité à connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Si l'on considère la grande perspective historique, l'ensemble de l'histoire humaine, je pense qu'il y a un moment, un tournant qui change complètement la politique, la société, tout qui est le moment où un système externe peut connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Nous devons donc être très précis sur la façon de travailler avec la bête et ne pas essayer de travailler contre elle. Vous avez en quelque sorte le pouvoir de convaincre les dirigeants. Comment êtes-vous vous-même? J'ai donc maintenant une équipe qui m'aide à gérer cela. Il est impossible de gérer une telle chose avec une seule personne. Les gens me voient et pensent que je fais tout. En réalité, j'ai très peu de choses à faire. Et les personnes qui travaillent vraiment dur sont les membres de mon équipe qui organisent tout cela.
Je vous enverrai un CV. Et aussi, je répète sans cesse aux gens qu'ils ne doivent pas me voir comme une sorte de profiteur ou de gourou. Spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me, so whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's overgrading humans into gods. We are requiring, for instance, the power. Humans are now hackable animals.